Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode très spécial à l'occasion des 20 ans du FIR. Et aujourd'hui, on parle langage et art de la prise de parole. Vous savez, cet exercice qui n'est pas si simple, mais pourtant essentiel pour exprimer une idée dans la vie de tous les jours. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Perrier, avocat et professeur en art oratoire. Alors, tout le monde sait parler, mais qui sait véritablement s'exprimer? C'est parti. Bonjour, Monsieur Perrier, merci d'avoir accepté l'invitation du FIR. Merci. Alors Bertrand Perrier, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mais au-delà de ça et de cette admirable fonction, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi et surtout votre implication au sein du projet Eloquentia, si je le dis bien, c'est bien ça? C'est exactement ça. Bon, super. Donc projet évidemment dont vous faites partie et dans lequel vous êtes très impliqué auprès des jeunes. En délivrant des cours d'art oratoire. Alors d'abord, Bertrand, la première question qui me vient, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter le projet pour les téléspectateurs et les spectateurs qui nous regardent? Alors, Eloquentia est un projet qui est né il y a une dizaine d'années dans l'imagination de Stéphane de Freitas. Stéphane de Freitas était lui-même originaire de Seine-Saint-Denis et lorsqu'il a commencé à faire des études de droit à Paris, il a considéré que ce qui était le plus grand obstacle pour lui était le langage et la plus grande barrière était sa façon de s'exprimer. Et donc, il a passé des concours d'éloquence au sein du milieu des avocats et des étudiants en droit et il a souhaité créer un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis qui était donc son département d'origine pour essayer de réparer cette fracture de langage et il s'est très vite rendu compte qu'un concours d'éloquence n'a pas beaucoup d'intérêt s'il n'est pas précédé d'une formation et donc dès l'année suivante a été ajouté au concours en amont une formation et c'est là-dedans que j'interviens depuis une dizaine d'années. Et vous, à titre personnel, Monsieur Perrier, qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner l'art oratoire dans un premier temps et d'où est venue cette volonté, si vous voulez, d'aider ces jeunes à mieux parler, entre guillemets? Alors, si j'ai enseigné l'art oratoire, c'est que je ne l'avais jamais appris. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de cours de prise de parole en public, si ce n'est de façon assez limitée à l'école des avocats, c'est-à-dire finalement très tard. Et m'étant formé un peu sur le tas et de façon assez empirique et donc imparfaite et donc très lente, je me suis dit qu'ayant accumulé un certain nombre de trucs, astuces, savoirs sur la question, je pouvais les mettre à disposition pour que les élèves ne perdent pas le temps que j'ai perdu moi en le faisant de façon un peu empirique. Et donc ça, c'était la raison pour laquelle j'ai décidé, parce qu'on me l'a proposé aussi, c'est une affaire de rencontre et d'opportunité, mais on m'a proposé d'enseigner l'art oratoire et j'ai pensé que je pouvais peut-être le faire. Pourquoi est-ce que je le fais en Seine-Saint-Denis après l'avoir fait dans des milieux plus classiques? D'abord parce que Stéphane me le demande et que Stéphane est un ami et que je ne peux pas lui refuser. Donc Stéphane me met au défi en quelque sorte d'enseigner la prise de parole en public dans des publics que je ne connais pas et je trouve que ça me met un peu aussi en danger et que ça m'intéresse d'enseigner la prise de parole en public avec un rôle plus social que celui que je pouvais avoir à Sciences Po où j'enseignais déjà. Et donc il y a un côté défi évidemment à relever qui m'intéresse. Oui, et vous le disiez, vous enseignez à Sciences Po, mais également en Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, quand vous parlez, on ressent cette envie d'aider les jeunes en fait, à trouver leur voie. J'ai lu dans une précédente interview que vous disiez, alors le vocabulaire, en fait, le fait de mieux s'exprimer, de bien s'exprimer, est quelque chose qui est très souvent culturel et qui justement peut amener à certaines inégalités. Ici, la lutte contre les inégalités est une question très très importante pour les membres du FIR. Alors pour vous, Bertrand, la parole et l'éloquence sont-ils des moyens efficaces de réduction des inégalités? Alors, la parole est un marqueur social, c'est absolument certain, évident. Il y a des études qui montrent qu'au bout de 7 mots que vous prononcez devant quelqu'un, votre interlocuteur vous a déjà classé dans une catégorie socio-professionnelle avec une marge d'erreur inférieure au hasard. Donc, vous voyez bien à quel point votre parole dit, indépendamment de votre message, dit ce que vous êtes, dit votre milieu social, dit vos études, dit beaucoup de choses de vous. Ça peut être injuste et subjectif comme jugement, je ne le nie pas, mais
dans la société, c'est ainsi, on est jugé et nous nous jugeons les uns les autres sur notre capacité à prendre la parole. C'est la raison pour laquelle le faire en Seine-Saint-Denis, mais aussi ailleurs, puisque Eloquentia intervient désormais au-delà de la Seine-Saint-Denis dans d'autres quartiers généralement un peu stigmatisés, où il est important de réduire ces inégalités sociales. Enseigner la prise de parole, c'est réduire cette fracture, ou en tout cas y contribuer. Je sais bien que je vide l'océan avec une petite cuillère et que l'enjeu est absolument énorme, mais je crois vraiment, et non pas seulement que je le crois, mais je le sais parce qu'on a maintenant un peu de recul sur Eloquentia, que la capacité à mieux s'exprimer en public permet aussi de gagner en confiance en soi, de gagner en image de soi. Tout ça est évidemment friable et pour tout le monde, moi le premier, mais gagner en prise de parole, c'est avoir une meilleure opportunité d'insertion professionnelle, une meilleure opportunité d'insertion sociale, citoyenne, économique, et donc avoir une vie plus riche. Et avec un peu de recul, on voit bien que les élèves d'Eloquentia ont eu ce surcroît de confiance, de formation, d'aisance et donc d'insertion. Est-ce que vous pensez que la parole peut être considérée, si vous voulez, comme un facteur d'inclusion? Le fait que mieux parler, du coup on a mieux confiance en soi et du coup on arrive plus à comprendre finalement le dialogue d'autrui. Oui, c'est absolument évident. La parole est une compétence sociale. Je ne dis pas que l'écrit n'est pas aussi une compétence sociale, l'image est aussi une compétence sociale, mais simplement la capacité à s'exprimer. Alors, je ne dis pas tant l'idée d'un art oratoire ou d'une éloquence dans le sens d'une parole esthétique, dont on ferait des concours, d'une sorte de parole un peu virtuose, qui m'intéresse objectivement assez peu, mais simplement l'idée de s'exprimer de façon claire et convaincante, c'est-à-dire simplement se faire entendre et se faire comprendre, qui sont les deux buts de la parole, c'est absolument essentiel pour demander un stage, pour demander un emploi, pour s'engager dans une association. Tout cela est absolument déterminant. Alors justement, dans votre livre « Sauve qui parle », vous démarrez par ces mots « La parole sauve ». En quoi justement cette parole et ces mots précisément peuvent-ils, si vous voulez, infléchir dans le cours d'une vie ? En réalité, j'ai écrit ce livre « Sauve qui parle » parce que moi-même, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la question de la prise de parole en public, j'ai cherché des rôles modèles. Et donc, je crois beaucoup à ces rôles modèles. J'ai beaucoup admiré et j'admire toujours des orateurs qui, pour moi, sont des guides. Et je me suis dit que j'allais aller interroger une vingtaine de personnalités dont je pressentais qu'elles avaient avec la parole un rapport très fort et qui pouvaient servir de guide aussi aux lecteurs. Et donc l'idée était d'aller interroger à la fois des gens très célèbres ou moins célèbres, et donc voilà le parcours avec la parole de Guillaume Gallienne, le parcours avec la parole de Bicente Lizarazu, de Guillaume Meurice, de Gabriel Attal, d'un entrepreneur, d'une femme victime de violences sexuelles, d'un ado, d'un braqueur, d'un prêtre, d'un psychanalyste, etc. Parce que chacun peut aussi nous servir de guide dans le rapport qu'il a eu avec la parole. Il y a des gens qui ont des rapports très pacifiés et très confiants dès le début, d'autres qui doivent combattre des timidités originelles, et donc chacun, je crois, peut nous aider à mieux comprendre comment en effet la parole peut nous sauver, soit dans sa propre parole, parce que on arrive à avoir un emploi, parce qu'on arrive à avoir une reconversion, parce qu'on arrive à attraper un investisseur, parce qu'on arrive à sortir de la délinquance, parce qu'on arrive à avoir une meilleure réussite scolaire, soit la parole des autres. La parole, c'est aussi l'écoute, et donc la parole des autres peut aussi changer votre vie. Donc finalement, on pourrait dire que si vous bien parlez, c'est aussi mieux vivre ensemble. Oui, mais d'ailleurs, je l'explique dans le livre, le mot « conversation », qui aujourd'hui veut évidemment dire parler ensemble, n'a cette signification que depuis le XVIIe siècle. Avant, le mot « converser » ne veut pas dire parler ensemble, mais veut dire vivre ensemble. Donc l'idée du vivre ensemble repose sur notre capacité à nous parler. D'accord. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes, justement, qui aimeraient se perfectionner dans le langage, quel serait-il ? D'abord chercher un message, aller chercher en eux ce qu'ils ont envie de dire. La parole, c'est d'abord avoir quelque chose à dire. Après, on met ça en musique, on met ça en forme, il y a mille techniques, mais au fond, ce qui est essentiel, c'est de savoir ce qu'on a envie de dire. C'est ce double mouvement de la parole qui est d'abord aller chercher en soi et ensuite
l'exprimer à la face du monde. Mais finalement, la première chose, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire ? Et c'est la question un petit peu éco-responsable. Est-ce que vous pensez que l'investissement responsable ait besoin d'un avocat ? Autrement dit, est-ce que nous devons défendre la cause de la finance responsable ? Alors, il y a dans le livre l'un des grands témoins qui est Clara Jamar, qui est chargée de plaidoyer chez Greenpeace. Et donc, vous voyez bien à quel point la parole, parce qu'elle a aussi ce qu'on appelle une valeur performative, c'est-à-dire sa capacité à changer le monde, et notamment la parole de ces influenceurs publics, qui ne sont pas des lobbyistes, puisque les lobbyistes influencent des décisions pour des intérêts privés, alors que les chargés de plaidoyer influencent des décisions pour des intérêts publics, et notamment la question de l'éco-responsabilité, de la responsabilité sociale et environnementale. C'est aussi par la parole que l'on transmet des arguments, que l'on transmet des convictions, et donc il est absolument évident que les porteurs de ces idées doivent les exprimer par la parole, et que notamment les politiques doivent pouvoir porter ces idées par la parole. Mais comme toutes les idées, la parole a d'abord pour vocation d'être une action, et l'idée que la parole ne serait pas une action est évidemment une idée fausse. La parole est action ou n'est pas, dit Jacques Charpentier dans les remarques sur la parole, elle est action ou elle n'est pas. C'est-à-dire que si elle n'est pas performative, si elle est purement esthétique, si elle est purement centrée sur elle-même, elle n'a aucun intérêt. Donc bien évidemment que la parole est absolument nécessaire pour favoriser l'investissement responsable, pour faire affleurer des prises de conscience. Une parole simple, claire et convaincante, c'est bien noté. Merci beaucoup Bertrand Perrier pour cet échange plus qu'instructif. Et quant à nous, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour un nouvel épisode très spécial à l'occasion des 20 ans du FIR. À bientôt.